Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Cette chronique raconte donc une histoire, d'abord celle d'une association. Et oui, si la pratique du jeu vidéo se développe chez les seniors, c'est aussi parce que plusieurs acteurs ont constaté les bienfaits de ce médium. C'est le cas du collectif Silver Geek, donc des geeks aux cheveux blancs, qui ont monté leur structure en 2012 à Poitiers. C'est dans le cadre d'une démarche d'améliorer le bien vieillir et l'inclusion numérique dans la région que ce collectif se crée. Suite à un appel à candidature auprès des structures d'accueil de personnes âgées, ils lancent l'expérience Silver Geek et rassemblent 72 jeunes volontaires en service civique, répartis dans 17 structures accueillant des seniors, et en profitent pour créer le trophée des seniors, une compétition de jeux vidéo à la Gamers Assembly, qui là est le premier événement de jeux vidéo compétitif en France. En 10 ans, ils constatent chez Silver Geek les bienfaits que procure cette expérience pour les jeunes volontaires qui, après avoir côtoyé des seniors, changent leur regard sur les personnes âgées. Mais l'impact est considérable chez les seniors qui, eux, voient leur santé physique et mentale s'améliorer, développent leur dynamisme et font une activité sportive, vont s'intéresser un peu plus aux outils numériques, mais surtout se retrouver de moins en moins isolés et de plus en plus entourés. L'impact de Silver Geek est tel que d'autres structures s'y intéressent, Jennifer. Oui, c'est le cas de Domitis, une entreprise qui propose des résidences services seniors. Dans l'objectif d'offrir des animations novatrices à leurs résidents, elle se rapproche alors de Silver Geek, constate l'apport positif pour ses résidents, puis finit par créer sa propre compétition, la Domitis Cup. Il s'agit d'un tournoi intergénérationnel de jeux de combat sur le récent Street Fighter 6, l'iconique. Le succès est tel que très vite, des finales sont organisées cette fois à l'UFA à Paris, donc l'UFA c'est l'Ultimate Fighting Arena. C'était le cas en novembre dernier devant un public complètement enflammé. Et pour couronner le tout, la Domitis Cup a fait naître une championne qui s'appelle Germaine. Elle a 95 ans, elle est ancienne fonctionnaire et doyenne chez Domitis. Elle aime la bagarre dans la vraie vie, malgré sa personnalité calme, et a trouvé avec les jeux vidéo l'opportunité de se défouler, de s'entourer et d'expérimenter des moments de vie qu'elle n'aurait jamais pu anticiper à travers des jeux de combat. On veut voir Germaine dans un jeu. Parce que malheureusement, les femmes manquent cruellement de représentation dans les médias passé un certain âge. La victoire de Germaine a fait la une de plusieurs journaux en fin d'année, faisant d'elle un véritable rôle modèle pour les femmes de tous âges.
Cette chronique raconte donc une histoire, d'abord celle d'une association. Et oui, si la pratique du jeu vidéo se développe chez les seniors, c'est aussi parce que plusieurs acteurs ont constaté les bienfaits de ce médium. C'est le cas du collectif Silver Geek, donc des geeks aux cheveux blancs, qui ont monté leur structure en 2012 à Poitiers. C'est dans le cadre d'une démarche d'améliorer le bien vieillir et l'inclusion numérique dans la région que ce collectif se crée. Suite à un appel à candidature auprès des structures d'accueil de personnes âgées, ils lancent l'expérience Silver Geek et rassemblent 72 jeunes volontaires en service civique, répartis dans 17 structures accueillant des seniors, et en profitent pour créer le trophée des seniors, une compétition de jeux vidéo à la Gamers Assembly, qui là est le premier événement de jeux vidéo compétitif en France. En 10 ans, ils constatent chez Silver Geek les bienfaits que procure cette expérience pour les jeunes volontaires qui, après avoir côtoyé des seniors, changent leur regard sur les personnes âgées. Mais l'impact est considérable chez les seniors qui, eux, voient leur santé physique et mentale s'améliorer, développent leur dynamisme et font une activité sportive, vont s'intéresser un peu plus aux outils numériques, mais surtout se retrouver de moins en moins isolés et de plus en plus entourés. L'impact de Silver Geek est tel que d'autres structures s'y intéressent, Jennifer. Oui, c'est le cas de Domitis, une entreprise qui propose des résidences services seniors. Dans l'objectif d'offrir des animations novatrices à leurs résidents, elle se rapproche alors de Silver Geek, constate l'apport positif pour ses résidents, puis finit par créer sa propre compétition, la Domitis Cup. Il s'agit d'un tournoi intergénérationnel de jeux de combat sur le récent Street Fighter 6, l'iconique. Le succès est tel que très vite, des finales sont organisées cette fois à l'UFA à Paris, donc l'UFA c'est l'Ultimate Fighting Arena. C'était le cas en novembre dernier devant un public complètement enflammé. Et pour couronner le tout, la Domitis Cup a fait naître une championne qui s'appelle Germaine. Elle a 95 ans, elle est ancienne fonctionnaire et doyenne chez Domitis. Elle aime la bagarre dans la vraie vie, malgré sa personnalité calme, et a trouvé avec les jeux vidéo l'opportunité de se défouler, de s'entourer et d'expérimenter des moments de vie qu'elle n'aurait jamais pu anticiper à travers des jeux de combat. On veut voir Germaine dans un jeu. Parce que malheureusement, les femmes manquent cruellement de représentation dans les médias passé un certain âge. La victoire de Germaine a fait la une de plusieurs journaux en fin d'année, faisant d'elle un véritable rôle modèle pour les femmes de tous âges.
Exercice 2. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour Cécile. Bonjour. En Italie, cette rentrée scolaire la semaine dernière s'est accompagnée d'une grande nouveauté. Les téléphones portables sont désormais interdits de la maternelle au collège, y compris pour un usage didactique. Alors pourquoi le ministre de l'Instruction italien a pris cette décision ? Eh bien parce qu'il faut se rendre à l'évidence, les téléphones portables perturbent de plus en plus la tenue des cours. Il y a un chiffre qui nous aide à prendre la mesure du problème. Selon l'étude PISA, c'est le fameux programme international pour le suivi des acquis des élèves, près de 38% des élèves italiens reconnaissent que leur téléphone les distrait pendant les cours et près d'1 sur 3 que c'est le téléphone de leurs camarades qui les distrait. Un deuxième élément à peser dans la balance, je vous propose d'écouter le ministre de l'Instruction et du Mérite, Giuseppe Valditara. Il était interrogé par la télévision italienne Sky News 24. Diversi studi scientifici Plusieurs études scientifiques et internationales ont confirmé que l'abus du téléphone portable, en particulier chez les jeunes, les adolescents et les enfants, provoque une série de conséquences négatives, comme des défauts de mémorisation, des conséquences sur la capacité de concentration, et même sur l'imagination et la créativité. Alors concrètement, Cécile Debarge, comment cette décision italienne de supprimer les téléphones portables va être appliquée ? Des sanctions sont prévues si les élèves utilisent leur téléphone, ça c'est la vraie nouveauté. En 2022, lors de sa prise de fonction, le nouveau ministre avait déjà incité à ne pas utiliser les téléphones portables, mais en appelant chacun ses responsabilités sans sanction. Cette fois, il a durci sa position, les travaux pédagogiques ne se feront plus que sur les ordinateurs ou les tablettes, uniquement en présence et sous la direction des professeurs. En réalité, c'est un débat qui n'est pas tout à fait nouveau en Italie. La première fois qu'on parle de téléphone et d'école, c'est en 2007. À l'époque, il ne s'agissait pas de smartphone, il faut le rappeler, et le ministre de l'Éducation en poste les avait bannis des salles de classe. Le gros changement, c'est en 2015. Pour la première fois, on a un plan national de l'école numérique et à l'époque, la ministre propose que tous les appareils électroniques, téléphones inclus, soient autorisés comme un moyen supplémentaire d'apprendre. Près de 10 ans plus tard, cette interdiction, c'est aussi une manière de dire que ça n'a pas vraiment fonctionné. Et comment a été accueillie cette interdiction alors ? Elle est loin de faire l'unanimité, ses détracteurs la trouvent rétrograde, anachronique et surtout, ils expliquent que les téléphones portables font partie de la vie des enfants de plus en plus jeunes, que plutôt de les interdire, il faudrait éduquer à leur bon usage. En Italie, il est beaucoup question de la transition numérique. Pour les opposants à l'interdiction, c'est à l'école d'en donner les outils.
Bonjour Cécile. Bonjour. En Italie, cette rentrée scolaire la semaine dernière s'est accompagnée d'une grande nouveauté. Les téléphones portables sont désormais interdits de la maternelle au collège, y compris pour un usage didactique. Alors pourquoi le ministre de l'Instruction italien a pris cette décision ? Eh bien parce qu'il faut se rendre à l'évidence, les téléphones portables perturbent de plus en plus la tenue des cours. Il y a un chiffre qui nous aide à prendre la mesure du problème. Selon l'étude PISA, c'est le fameux programme international pour le suivi des acquis des élèves, près de 38% des élèves italiens reconnaissent que leur téléphone les distrait pendant les cours et près d'1 sur 3 que c'est le téléphone de leurs camarades qui les distrait. Un deuxième élément à peser dans la balance, je vous propose d'écouter le ministre de l'Instruction et du Mérite, Giuseppe Valditara. Il était interrogé par la télévision italienne Sky News 24. Diversi studi scientifici Plusieurs études scientifiques et internationales ont confirmé que l'abus du téléphone portable, en particulier chez les jeunes, les adolescents et les enfants, provoque une série de conséquences négatives, comme des défauts de mémorisation, des conséquences sur la capacité de concentration, et même sur l'imagination et la créativité. Alors concrètement, Cécile Debarge, comment cette décision italienne de supprimer les téléphones portables va être appliquée ? Des sanctions sont prévues si les élèves utilisent leur téléphone, ça c'est la vraie nouveauté. En 2022, lors de sa prise de fonction, le nouveau ministre avait déjà incité à ne pas utiliser les téléphones portables, mais en appelant chacun ses responsabilités sans sanction. Cette fois, il a durci sa position, les travaux pédagogiques ne se feront plus que sur les ordinateurs ou les tablettes, uniquement en présence et sous la direction des professeurs. En réalité, c'est un débat qui n'est pas tout à fait nouveau en Italie. La première fois qu'on parle de téléphone et d'école, c'est en 2007. À l'époque, il ne s'agissait pas de smartphone, il faut le rappeler, et le ministre de l'Éducation en poste les avait bannis des salles de classe. Le gros changement, c'est en 2015. Pour la première fois, on a un plan national de l'école numérique et à l'époque, la ministre propose que tous les appareils électroniques, téléphones inclus, soient autorisés comme un moyen supplémentaire d'apprendre. Près de 10 ans plus tard, cette interdiction, c'est aussi une manière de dire que ça n'a pas vraiment fonctionné. Et comment a été accueillie cette interdiction alors ? Elle est loin de faire l'unanimité, ses détracteurs la trouvent rétrograde, anachronique et surtout, ils expliquent que les téléphones portables font partie de la vie des enfants de plus en plus jeunes, que plutôt de les interdire, il faudrait éduquer à leur bon usage. En Italie, il est beaucoup question de la transition numérique. Pour les opposants à l'interdiction, c'est à l'école d'en donner les outils.
Exercice 3. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 4 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Esther Duflo, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le Fonds d'innovation pour le développement? En quoi est-ce qu'il est spécifique? Alors c'est vraiment un fonds qui vise à permettre à tous les acteurs dans le monde, des tas d'acteurs nouveaux, que ce soit des ONG, des universités, des gouvernements, des laboratoires, de proposer de l'innovation sociale. Donc c'est pas de l'innovation pour faire du profit, c'est ça qui est vraiment très différent, mais c'est pour améliorer la qualité de vie des gens, donc dans des secteurs comme l'éducation, la santé, la protection du climat, l'agriculture, etc. Mais toujours avec cet objectif de créer de la valeur sociale, pas de la valeur marchande. Et comment ça fonctionne pour vous en tant que fonds, puisque normalement ça marche sur la rentabilité? Et voilà, donc comme il n'y a pas la rentabilité comme indicateur de réussite, ce qui la remplace, c'est l'impact. Et donc, les décisions de financement du fonds et ensuite l'évaluation qui suit est fondée de manière vraiment très organique sur quelle est la différence que ça fait dans la vie des gens. Et donc, on mesure, soit on demande des évaluations préalables d'impact rigoureuses, mais le plus souvent, en fait, on les accompagne dans la mise en œuvre du projet lui-même. Barnabé, c'est le petit nom de ce camping-car vintage. Margot et Émeric l'ont acheté cette année et depuis, ils passent leur week-end à l'aménager. Ici se situe la cuisine. Donc on a changé pas mal de choses. On a repensé le plan de travail. On a tout repeint. Puis là, tu as les petits placards. Et là, du coup, c'est un régulateur de charge parce qu'Émeric a installé 2 panneaux solaires. Je pense que ça va suffire parce qu'en fait, le camping-car, il va pas user tant d'électricité parce que la batterie vraiment du camping-car, c'est juste pour l'éclairage, la pompe à eau. Après, on a une batterie à part pour recharger les téléphones, appareils photo et tout ça. Ensuite, tu as la salle de bain. On a tout enlevé. Avant, ça te faisait des grands placards en plastique avec toilettes chimiques. Donc maintenant, on a des toilettes sèches. On a des cuves d'eau. Il me semble que c'est 100 litres. Et donc ça vous tient combien de temps, 100 litres? On ne sait pas encore. Ce sera des toilettes de chat pour garder l'eau au maximum. Ouais, mais non, il faut le dévisser. On a tout fait nous-mêmes. Avant de partir, il reste pas grand-chose. Des petites étagères à placer. Le klaxon ne marche plus. Barnabé est un peu timide. Un peu partout sur les placards et les portes, des photos et des affiches sont déjà collées. Au-dessus du siège conducteur et passager, on a mis du liège et on a accroché plein de photos. Il manque encore des photos, mais il va y avoir des photos des copains, de la famille, pour qu'ils soient un peu avec nous, entre guillemets. Puis à un moment donné, on a un gros manque, on revient en fait. C'est ça qui est pratique. Si t'en as marre, tu rentres. La créatrice Stéphanie H est née et a grandi à Paris. Un papa togolais, une maman ghanéenne et béninoise. Petite, elle passait les grandes vacances au Togo et au Bénin. La mode a toujours été présente. Elle a d'ailleurs exercé pendant plus d'une dizaine d'années comme indépendante dans le domaine des cosmétiques. Stéphanie H décide de lancer sa marque Maison Ayaovi en janvier 2019. Une mode éthique et responsable fabriquée en Afrique, majoritairement à Cotonou. La créatrice imagine le vêtement avec des étoffes africaines comme le bogolan et le kente. Et pour cela, elle fait appel à des couturiers locaux et indépendants. Je travaille uniquement avec des artisans indépendants. La majorité des tissus, je les achète au Bénin. Et l'objectif de la marque, c'est de mettre en valeur mes racines et de proposer une mode qui tire son essence, sa force de la terre mère Afrique. J'ai toujours baigné dans les deux cultures. Je suis née à Paris,
mais j'ai gardé ce lien avec mes racines. Et donc là, ça montre que j'ai pas oublié d'où je venais. Exercice 1. Cette chronique raconte donc une histoire, d'abord celle d'une association. Et oui, si la pratique du jeu vidéo se développe chez les seniors, c'est aussi parce que plusieurs acteurs ont constaté les bienfaits de ce médium. C'est le cas du collectif Silver Geek, donc des geeks aux cheveux blancs, qui ont monté leur structure en 2012 à Poitiers. C'est dans le cadre d'une démarche d'améliorer le bien vieillir et l'inclusion numérique dans la région que ce collectif se crée. Suite à un appel à candidature auprès des structures d'accueil de personnes âgées, ils lancent l'expérience Silver Geek et rassemblent 72 jeunes volontaires en service civique, répartis dans 17 structures accueillant des seniors, et en profitent pour créer le Trophée des seniors, une compétition de jeux vidéo à la Gamers Assembly, qui là est le premier événement de jeux vidéo compétitif en France. En 10 ans, ils constatent chez Silver Geek les bienfaits que procure cette expérience pour les jeunes volontaires qui, après avoir côtoyé des seniors, changent leur regard sur les personnes âgées. Mais l'impact est considérable chez les seniors qui, eux, voient leur santé physique et mentale s'améliorer, développent leur dynamisme et font une activité sportive, vont s'intéresser un peu plus aux outils numériques, mais surtout se retrouver de moins en moins isolés et de plus en plus entourés. L'impact de Silver Geek est tel que d'autres structures s'y intéressent, Jennifer.
Oui, c'est le cas de Domitis, une entreprise qui propose des résidences services seniors. Dans l'objectif d'offrir des animations novatrices à leurs résidents, elle se rapproche alors de Silvergeek, constate l'apport positif pour ses résidents, puis finit par créer sa propre compétition, la Domitis Cup. Il s'agit d'un tournoi intergénérationnel de jeux de combat sur le récent Street Fighter 6, l'iconique. Le succès est tel que très vite, des finales sont organisées cette fois à l'UFA à Paris, donc l'UFA c'est l'Ultimate Fighting Arena. C'était le cas en novembre dernier devant un public complètement enflammé. Et pour couronner le tout, la Domitis Cup a fait naître une championne qui s'appelle Germaine. Elle a 95 ans, elle est ancienne fonctionnaire et doyenne chez Domitis. Elle aime la bagarre dans la vraie vie, malgré sa personnalité calme, et a trouvé avec les jeux vidéo l'opportunité de se défouler, de s'entourer et d'expérimenter des moments de vie qu'elle n'aurait jamais pu anticiper à travers des jeux de combat. On veut voir Germaine dans un jeu. Parce que malheureusement, les femmes manquent cruellement de représentation dans les médias passé un certain âge. La victoire de Germaine a fait la une de plusieurs journaux en fin d'année, faisant d'elle un véritable rôle modèle pour les femmes de tous âges. Exercice 2. Bonjour Cécile. Bonjour. En Italie, cette rentrée scolaire la semaine dernière s'est accompagnée d'une grande nouveauté. Les téléphones portables sont désormais interdits de la maternelle au collège, y compris pour un usage didactique. Alors pourquoi le ministre de l'Instruction italien a pris cette décision ? Eh bien parce qu'il faut se rendre à l'évidence, les téléphones portables perturbent de plus en plus la tenue des cours. Il y a un chiffre qui nous aide à prendre la mesure du problème. Selon l'étude PISA, c'est le fameux programme international pour le suivi des acquis des élèves, près de 38% des élèves italiens reconnaissent que leur téléphone les distrait pendant les cours et près d'1 sur 3 que c'est le téléphone de leurs camarades qui les distrait. Un deuxième élément à peser dans la balance, je vous propose d'écouter le ministre de l'Instruction et du Mérite, Giuseppe Valditara. Il était interrogé par la télévision italienne Sky News 24. Diversi studi scientifici Plusieurs études scientifiques et internationales ont confirmé que l'abus du téléphone portable, en particulier chez les jeunes, les adolescents et les enfants, provoque une série de conséquences négatives, comme des défauts de mémorisation, des conséquences sur la capacité de concentration, et même sur l'imagination et la créativité. Alors concrètement, Cécile Debarge, comment cette décision italienne de supprimer les téléphones portables va être appliquée ? Des sanctions sont prévues si les élèves utilisent leur téléphone, ça c'est la vraie nouveauté. En 2022, lors de sa prise de fonction, le nouveau ministre avait déjà incité à ne pas utiliser les téléphones portables, mais en appelant chacun ses responsabilités sans sanction. Cette fois, il a durci sa position, les travaux pédagogiques ne se feront plus que sur les ordinateurs ou les tablettes, uniquement en présence et sous la direction des professeurs. En réalité, c'est un débat qui n'est pas tout à fait nouveau en Italie. La première fois qu'on parle de téléphone et d'école, c'est en 2007. À l'époque, il ne s'agissait pas de smartphone, il faut le rappeler, et le ministre de l'Éducation en poste les avait bannis des salles de classe. Le gros changement, c'est en 2015. Pour la première fois, on a un plan national de l'école numérique et à l'époque, la ministre propose que tous les appareils électroniques, téléphones inclus, soient autorisés comme un moyen supplémentaire d'apprendre. Près de 10 ans plus tard, cette interdiction, c'est aussi une manière de dire que ça n'a pas vraiment fonctionné. Et comment a été accueillie cette interdiction alors ? Elle est loin de faire l'unanimité, ses détracteurs la trouvent rétrograde, anachronique et surtout, ils expliquent que les téléphones portables font partie de la vie des enfants de plus en plus jeunes, que plutôt de les interdire, il faudrait éduquer à leur bon usage. En Italie, il est beaucoup question de la transition numérique. Pour les opposants à l'interdiction, c'est à l'école d'en donner les outils. Exercice 3. Esther Duflo, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le Fonds d'innovation pour le développement ? En quoi est-ce qu'il est spécifique ? Alors c'est vraiment un fonds qui vise à permettre à tous les acteurs dans le monde, des tas d'acteurs nouveaux, que ce soit des ONG, des universités, des gouvernements, des laboratoires, de proposer de l'innovation sociale. Donc c'est pas de l'innovation pour faire du profit, c'est ça qui est vraiment très différent, mais c'est pour améliorer la qualité de vie des gens, donc dans des secteurs comme l'éducation, la santé, la protection du climat, l'agriculture, etc. Mais toujours avec cet objectif de créer de la valeur sociale.
pas de la valeur marchande. Et comment ça fonctionne pour vous en tant que fonds, puisque normalement ça marche sur la rentabilité? Et voilà, donc comme il n'y a pas la rentabilité comme indicateur de réussite, ce qui la remplace, c'est l'impact. Et donc, les décisions de financement du fonds et ensuite l'évaluation qui suit est fondée de manière vraiment très organique sur quelle est la différence que ça fait dans la vie des gens. Et donc, on mesure, soit on demande des évaluations préalables d'impact rigoureuses, mais le plus souvent, en fait, on les accompagne dans la mise en œuvre du projet lui-même. Barnabé, c'est le petit nom de ce camping-car vintage. Margot et Émeric l'ont acheté cette année et depuis, ils passent leur week-end à l'aménager. Ici se situe la cuisine. Donc on a changé pas mal de choses. On a repensé le plan de travail. On a tout repeint. Puis là, t'as les petits placards. Et là, du coup, c'est un régulateur de charge parce qu'Émeric a installé 2 panneaux solaires. Je pense que ça va suffire parce qu'en fait, le camping-car, il va pas user tant d'électricité parce que la batterie vraiment du camping-car, c'est juste pour l'éclairage, la pompe à eau. Après, on a une batterie à part pour recharger les téléphones, appareils photo et tout ça. Ensuite, tu as la salle de bain. On a tout enlevé. Avant, ça te faisait des grands placards en plastique avec toilettes chimiques. Donc maintenant, on a des toilettes sèches. On a des couches d'eau. Il me semble que c'est 100 litres. Et donc ça vous tient combien de temps, 100 litres? Bah, on ne sait pas encore. Ce sera des toilettes de chat pour garder l'eau au maximum. Ah, mais non, il faut le dévisser. On a tout fait nous-mêmes. Avant de partir, il reste pas grand-chose. Des petites étagères à placer. Le klaxon ne marche plus. Barnabé est un peu timide. Un peu partout sur les placards et les portes, des photos et des affiches sont déjà collées. Au-dessus du siège conducteur et passager, on a mis du liège et on a accroché plein de photos. Il manque encore des photos, mais il va y avoir des photos des copains, de la famille, pour qu'ils soient un peu avec nous, entre guillemets. Puis à un moment donné, on a un gros manque, on revient en fait. C'est ça qui est pratique. Si t'en as marre, tu rentres. La créatrice Stéphanie H est née et a grandi à Paris. Un papa togolais, une maman ghanéenne et béninoise. Petite, elle passait les grandes vacances au Togo et au Bénin. La mode a toujours été présente. Elle a d'ailleurs exercé pendant plus d'une dizaine d'années comme indépendante dans le domaine des cosmétiques. Stéphanie H décide de lancer sa marque Maison Ayaovi en janvier 2019. Une mode éthique et responsable, fabriquée en Afrique, majoritairement à Cotonou. La créatrice imagine le vêtement avec des étoffes africaines comme le bogolan et le kente. Et pour cela, elle fait appel à des couturiers locaux et indépendants. Je travaille uniquement avec des artisans indépendants. La majorité des tissus, je les achète au Bénin. Et l'objectif de la marque, c'est de mettre en valeur mes racines et de proposer une mode qui tire son essence, sa force de la terre mère Afrique. J'ai toujours baigné dans les deux cultures. Je suis née à Paris, mais j'ai gardé ce lien avec mes racines. Et donc là, ça montre que j'ai pas oublié d'où je venais. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706696926.
or email at linguistic.fr@gmail.com.